Après avoir envahi Donetsk, la Russie a sans doute estimé ses soldats en sécurité sur ce territoire occupé. Pourquoi en serait-il autrement? L'Ukraine pouvait parfois lancer un drone longue portée, mais ignorait l'emplacement des bases russes. De plus, tout ce que l'Ukraine lançait serait abattu par les défenses aériennes russes. L'Ukraine vient de prouver que cette pensée arrogante était fausse. Les Russes voulaient dissimuler leurs forces à Donetsk, mais les missiles ukrainiens ont détruit un à un les quartiers généraux russes, les réduisant en brasiers inévitables pour les soldats. La série de frappes dévastatrices de l'Ukraine a été rapportée par plusieurs médias, dont Euromaidan Press. Le 9 septembre, il a été indiqué que l'Ukraine avait réussi à frapper plusieurs centres de commandement russes au cours de la nuit précédente. L'un d'eux, que la Russie avait caché au sein d'infrastructures civiles à Donetsk. Davantage d'informations sur ce qu'a accompli l'Ukraine proviennent de Militani, qui indique que des données des groupes de renseignement en source ouverte ou Open Source Intelligence, Dnipro, Open Source Intelligence et Siborojno ont révélé l'ampleur des dégâts causés par les frappes ukrainiennes. Deux sources ont confirmé que l'Ukraine a frappé des bases de la 41e armée interarmes russe et de sa 20e division de fusiliers motorisés des drones et missiles, les touchant lors d'une nuit désastreuse pour la Russie. Nous ignorons l'emplacement exact de la 20e division. Cette information reste inconnue. Toutefois, Militani précise que la 41e armée interarmes s'était installée à l'intérieur de l'Institut de recherche en automatisation complexe de Donetsk. Les deux sites auraient été détruits, laissant la Russie avec moins de soldats pour l'offensive prévue à l'automne. Nous y reviendrons plus tard. Si cette double frappe contre les forces russes à Donetsk était le seul accomplissement de l'Ukraine, dans la nuit du 8 septembre, cela aurait suffi. Mais au-delà de la destruction des quartiers généraux de deux unités russes, ces deux frappes prouvent deux choses à la Russie. Premièrement, l'Ukraine possède des armes capables non seulement de pénétrer profondément dans le Donetsk occupé, mais aussi de le faire en évitant toutes les défenses aériennes que la Russie a mises en place dans l'oblast. Deuxièmement, l'Ukraine n'a pas mené de frappes aléatoires. Elle savait précisément ses cibles et a frappé avec grande précision. Cela, en soi, est un message adressé à la Russie. Les services de renseignement ukrainiens sont suffisamment puissants pour identifier des bases russes que la Russie pensait que personne ne connaissait. Les deux bases ukrainiennes récemment frappées étant censées rester secrètes, elles ne sont plus que des cratères fumants. L'Ukraine ne s'est pas limitée à deux frappes, éliminant aussi les deux cibles mentionnées. L'Ukraine a également frappé l'usine Topaz à Donetsk, bien qu'elle ait été abandonnée depuis longtemps par les personnes qui y travaillaient autrefois. La Russie s'en sert depuis le début de la guerre pour abriter le commandement de son armée. Le site Topaz servait de centre stratégique pour les commandants russes, permettant la planification d'attaques et le stockage d'équipements. Lors de la frappe ukrainienne du 8 septembre, Euromaidan Press indique que la Russie avait établi un quartier général de niveau armé dans l'usine Topaz, même si les unités ou brigades spécifiques utilisant le site restent inconnues. Ce que l'on sait, c'est que l'Ukraine a frappé l'usine avec force et il existe des images pour le prouver. Diffusées sur X par Nécromancien, plusieurs vidéos de la frappe sur Topaz ont circulé. L'une de ces vidéos, qui dure environ 1 minute, montre plusieurs explosions au sol, dont certaines entraînent la formation de petits champignons nucléaires. C'est intéressant. Cela nous indique que l'Ukraine a frappé le site de Topaz avec quelque chose de plus puissant que ses drones longue portée habituels, ce qui sera très préoccupant pour la Russie. Une autre vidéo partagée par Nécromancien montre apparemment les conséquences de l'attaque. Au loin, de fortes flammes et de la fumée montent dans le ciel à plusieurs endroits. Encore une fois, cela suggère que l'Ukraine a utilisé autre chose que des drones ordinaires pour cette frappe. Les dégâts sont trop étendus, trop graves. Une autre arme a visiblement créé ces énormes boules de feu. La dernière vidéo partagée sur X ne montre pas grand-chose, au début. On entend un léger sifflement en arrière-plan, mais ce son est vite couvert par le bruit d'un jeune enfant, ce qui révèle que la vidéo est filmée depuis l'intérieur d'un immeuble. La caméra se dirige ensuite vers l'usine Topaz, au loin. Peu d'action pendant quelques secondes. Puis, cela se produit. Une explosion en plein centre de l'usine. Comme dans la première vidéo, l'explosion crée un petit champignon atomique. Selon le Kiev Post, l'officier ukrainien et blogueur militaire Kirilo Sazanov l'a aussi confirmé sur Telegram. L'usine Topaz était la plus grande cible de l'Ukraine dans la nuit du 8 septembre. Donetsk subit de lourds bombardements sur plusieurs cibles, l'usine Topaz étant la priorité selon Sazanov. C'était un complexe militaro-industriel soviétique avec beaucoup d'espace pour entrepôts, ateliers et personnel. La cible est vaste, mais des informations circulent.
Un quartier général s'y trouvait, occupé par une personne haut gradée, des épaulettes très haut placées. Cela suggère qu'un haut responsable militaire russe a choisi Topaz comme base et était peut-être sur place lorsque l'Ukraine a lancé son attaque. Tsanov ne donne pas plus de détails que cette insinuation. Mais s'il a raison, l'Ukraine aurait capturé un haut responsable russe et repris une installation utilisée par la Russie depuis le début de la guerre. Hors ligne, une dernière vidéo prouve que l'Ukraine a réussi des frappes impressionnantes. Diffusée par la chaîne YouTube du Sun, cette vidéo est encore plus spectaculaire que les précédentes. Alors que celle-ci montre des explosions et des champignons atomiques, la vidéo partagée par le Sun révèle ce que l'Ukraine a utilisé pour provoquer toute cette destruction. Vers 1 minute 16 de la vidéo, on aperçoit quelque chose traverser l'air vers l'usine Topaz. Cela ressemble à un drone, mais il se déplace bien plus vite que prévu. Et comme vu dans d'autres vidéos, cela provoquera une explosion créant un champignon atomique. Ce qui suggère que, quel que soit ce type d'arme, elle est chargée d'une grande quantité de munitions explosives qui frappent leur cible. La vidéo du Sun montre ensuite plusieurs extraits d'armes ukrainiennes dans le ciel, puis présente aussi la première vidéo mentionnée. Vous vous demandez sûrement, si l'Ukraine n'a pas utilisé les drones longue portée connus lors de ses frappes, qu'a-t-elle utilisé ? Euromaidan Press a avancé que les images de l'attaque de l'usine Topaz laissent penser que l'Ukraine a utilisé des missiles Peklo ou Bars. L'Ukraine a-t-elle vraiment utilisé des missiles de croisière locaux pour frapper 3 bases russes à Donetsk? C'est pourquoi des nuages en forme de champignons ont accompagné les explosions visibles sur les vidéos mentionnées. Le Kiev Post a confirmé presque entièrement les spéculations de la presse Euromaidan, autant que possible. L'Ukraine a utilisé le Peklo, au moins le 8 septembre. Après la frappe, des nuages en champignons gris et 2 incendies s'élèvent du site. Une vidéo géolocalisée montrait un missile, ressemblant fortement à un Peklo Hell ukrainien, s'abattre sur une partie du bâtiment de l'ex-société Topaz avant d'exploser en boule de feu orange selon le média. Nous affirmons littéralement que l'Ukraine a déchaîné l'enfer sur la Russie à Donetsk. L'Ukraine utilise le missile Hell pour ses frappes, et la Russie vient d'en comprendre la raison. Le Kiev Post précise aussi le nombre de missiles employés par l'Ukraine. Des images géolocalisées et des rapports indiquent qu'au moins 5 missiles Peklo ont visé l'usine Topaz. Des vidéos montraient des missiles plongés et explosés depuis différents angles. Au moins 5 frappes et de fortes explosions en moins de 30 secondes peu après 19h30 locales ont été confirmées par plusieurs sources, selon le média. Cela correspond à ce que nous avons vu dans les images partagées jusqu'à présent, et cela nous apprend aussi quelque chose d'important. L'Ukraine a lancé le Peklo à grande échelle sur les forces russes. Ce n'est pas une simple frappe isolée. L'Ukraine a tiré une salve. Au moins 5 missiles ont atteint leur cible, peut-être plus. De plus, étant donné que 2 autres sites ont été touchés en plus de l'usine Topaz, cela donne un aperçu de ce qui attend les forces russes de Donetsk à l'avenir. Voici. L'Ukraine ne possède pas seulement des missiles qu'elle fabrique elle-même. Elle en a beaucoup et n'a pas peur de les utiliser en grand nombre. Bien sûr, tout cela nous amène à une autre question. Nous savons que l'Ukraine a utilisé un missile Peklo, mais qu'est-ce qu'un Peklo ? Défense Express présente des informations clés sur cette arme, précisant qu'elle vient d'être ajoutée à l'arsenal ukrainien. Le média a rapporté la première utilisation confirmée du Peklo par l'Ukraine le 26 juin. Cela suggère que ce missile était disponible depuis moins de 3 mois, avant d'être utilisé par l'Ukraine contre les forces russes à Donetsk. Peklo est un missile très impressionnant, surtout quand on considère le fait que l'Ukraine l'a à la fois conçu et lancé en production de masse pendant sa guerre avec la Russie. Le Peklo, parfois qualifié de missile de croisière, est en réalité un hybride entre missile de croisière et drone. Il ressemble à un petit avion de ligne et serait propulsé par un moteur à réaction, ce qui le rend bien plus rapide qu'un drone longue portée classique. Défense Express affirme que les rares spécifications communiquées confirment cela. Il peut atteindre 434 miles par heure sur 434 miles. Cela signifie qu'il peut atteindre la Russie et frapper loin derrière les lignes de front, touchant l'arrière du pays. Militeny donne plus de détails dans son rapport de juin sur la toute première utilisation du Peklo. Il indique que le missile hybride ukrainien dispose d'un système de navigation inertielle autonome, qui peut être corrigé à l'aide de signaux Global Positioning System si nécessaire. Apparemment, les concepteurs du Peklo travaillant sur un système de guidage encore plus sophistiqué pour les futures versions de l'arme. Peut-être pour tenir compte des contre-mesures électroniques russes, comme le brouillage et la falsification des signaux Global Positioning System. Officiellement, nul ne connaît le poids de la tête explosive du Peklo. Cependant,
Militani suggère qu'elle pourrait peser jusqu'à 50 kg, soit environ 110 livres. Mais peut-être plus important encore, la grande majorité des composants utilisés pour fabriquer le Peklo sont produits en Ukraine, 70% d'entre eux, souligne le Kiev Post. Cela signifie que ce missile hybride local utilise moins de pièces étrangères que beaucoup d'autres de l'arsenal ukrainien. Le Peklo est rapide et puissant, mais quelque chose cloche ici. Aussi puissant que soit ce missile hybride, surtout sachant qu'il a été développé en Ukraine en pleine guerre, il n'est pas assez rapide ou furtif pour que les défenses aériennes russes ne puissent pas l'abattre. Ou, plus précisément, ce que la Russie déclare sur ses défenses aériennes suggère que le Peklo ne devrait pas leur poser problème. Comment se fait-il qu'au moins 5 Peklo aient atteint leur cible le 8 septembre? Il semble que les défenses aériennes russes n'aient pas réagi. Le Kiev Post affirme que certaines vidéos des missiles hybrides ukrainiens n'indiquent ni missiles anti-aériens russes, ni tirs d'armes légères. En fait, le seul indice que l'un de ces systèmes aurait pu réagir provient de tirs dispersés et d'une seule traînée de missiles visibles au-dessus de Donetsk après que les Peklos ont atteint leur cible. Bien sûr, vous ne sauriez rien de tout cela si vous écoutiez la version des faits de la Russie. Le ministère de la Défense du pays a publié un rapport quotidien couvrant ce qu'il veut que les gens croient s'est passé sur le front, le 9 septembre. Il a déclaré que les défenses aériennes russes avaient abattu 31 drones ukrainiens dans cette région russe, ce qui semble possible. Cependant, sur les événements du 8 septembre à Donetsk, le ministère reste silencieux. Cela, combiné aux preuves vidéo et photographiques dont nous avons déjà parlé, est aussi accablant que si la Russie admettait ouvertement que les missiles ukrainiens ont atteint leur cible. La Russie ne peut pas s'en sortir par le mensonge cette fois-ci. Elle fait comme si l'attaque en 3 temps de l'Ukraine, conclue par la frappe sur l'usine Topaz, n'avait jamais eu lieu. Pris comme une série de frappes isolées, ce que l'Ukraine a accompli à Donetsk serait une bonne, bien que modeste, victoire contre les forces russes d'occupation. Cependant, cette série de 3 frappes est plus importante que vous ne le pensez. Au début de cette vidéo, nous avons mentionné que l'Ukraine venait de décapiter les centres de commandement russes à l'intérieur de Donetsk. Et il y avait une raison pour laquelle nous avons choisi ce mot précis. La Russie prépare une offensive d'automne dans l'oblast, et la frappe ukrainienne du 8 septembre a peut-être sérieusement perturbé ses plans. Plusieurs médias affirment que Vladimir Poutine cherche à donner suite à l'offensive estivale ratée de la Russie, qui était censée prendre l'avantage clé, Donetsk, Pokrovsk et la création d'une zone tampon à Soumy lors d'une nouvelle offensive d'automne. Cet été, la Russie n'a conquis que 0,3% du territoire ukrainien, perdant chaque mois entre 30 000 et 35 000 soldats, selon RBC Ukraine le 8 septembre. Elle espère que son offensive d'automne réussira mieux. Donetsk reste la cible principale. RBC Ukraine rapporte que la Russie cherchera à prendre Pokrovsk dans les mois à venir. La prise de Konstantinivka et d'une autre ville forteresse ukrainienne ouvrirait la voie à une future bataille contre la ceinture de forteresses, principale ligne de défense empêchant les Russes d'entrer au centre du pays. Des unités navales et aéroportées d'élite ont déjà été envoyées à Donetsk pour cet objectif, selon RBC Ukraine. Ainsi, l'Ukraine s'attend à ce que la pression de la Russie dans la région devienne plus intense, alors que Poutine devient de plus en plus désespéré d'obtenir les gains que ses troupes n'ont pas réussi à obtenir lors de l'offensive estivale. Malgré l'échec de l'offensive estivale, la Russie a conquis plus de territoires ukrainiens en juin, juillet et août qu'à la même période en 2024. L'an dernier, la Russie a conquis 659 km² de l'Ukraine, 254 000 km². En 2025, elle a presque triplé la superficie occupée, en prenant 1548 km², 597 miles². Tout cela s'inscrit dans l'échec de la Russie à atteindre ses objectifs estivaux. Le Kiev indépendant note que les avancées russes pourraient encourager Poutine à envoyer plus de troupes à l'automne, même si elles échouent aussi à Donetsk. En résumé, la Russie ne cédera pas. À l'automne 2025, la Russie pourrait intensifier ses attaques, mais devra disposer de quartiers généraux et de bases militaires opérationnelles dans tout Donetsk. C'est là qu'intervient la stratégie de décapitation. Le 8 septembre, l'Ukraine a détruit 3 bases, coûtant à la Russie des troupes précieuses, et possiblement au moins à un chef militaire. En plus de détruire les installations russes, servant à planifier et coordonner les assauts. L'offensive russe d'automne dans le Donetsk sera affaiblie par les frappes ukrainiennes du 8 septembre. Il est donc clair que l'Ukraine doit être prête à défendre le Donetsk tout au long de l'automne. Cependant, selon Euromaidan Press, ces 3 frappes de décapitation
pourrait aussi préparer de futures offensives pour reprendre une partie du territoire conquis par la Russie dans l'oblast. C'est pourquoi, selon le média, l'Ukraine doit les détruire et les affaiblir autant que possible, et se préparer à ses propres actions offensives. En concentrant ses troupes dans le Donetsk et les installations détruites par l'Ukraine, la Russie permet à l'Ukraine de préparer de futures contre-attaques cet été. Au 20 août, Le Monde rapportait que l'Ukraine avait stoppé l'avancée russe dans le Donetsk. Plus tard, ils ont également rapporté que l'Ukraine avait repris plusieurs localités dans la région de Pokrovsk. L'Ukraine sait aussi qu'elle doit continuer à reprendre du territoire pour maintenir la ceinture de forteresse du Donetsk en sécurité. Donetsk est un point clé, explique Nick Reynolds, chercheur à l'Institut Royal des Services Unis, à la British Broadcasting Corporation. Si vous regardez la topographie du Donbass et de l'est de l'Ukraine en général, dans l'ensemble, le terrain ne favorise pas vraiment les Ukrainiens, explique Reynolds. La ville de Donetsk est située en hauteur, tout descend vers l'ouest, ce qui n'est pas idéal pour les Ukrainiens en matière d'opération défensive. La hauteur permet à son occupant d'observer le champ de bataille mieux que l'adversaire, en plus de pouvoir mieux coordonner les tirs d'artillerie, et même bénéficier de signaux radio plus puissants. L'effondrement de la ceinture de forteresse de Donetsk, cet automne ou plus tard, pourrait marquer la fin de la résistance ukrainienne. Cet effondrement entraînera au moins une avancée rapide de la Russie sur le territoire ukrainien, alors que le pays aura du mal à reconstruire ses défenses. L'Ukraine doit passer à l'offensive pour éviter que cela arrive, car la Russie prépare de nouvelles attaques cet automne. En frappant plusieurs parterres de l'armée russe avec des missiles hybrides dans le Donetsk occupé, l'Ukraine peut créer des brèches. Des zones du Donetsk, jugées sûres par la Russie, pourraient maintenant être visées par les forces ukrainiennes. Bien sûr, l'Ukraine aura besoin de beaucoup plus de missiles pour que cela se produise. Ces dernières semaines, plusieurs rapports ont indiqué que l'Ukraine entame la production de masse de divers missiles de grande envergure fabriqués localement. Le Peklo est l'un de ces missiles. Kalibra a indiqué le 4 août que le président ukrainien Volodymyr Zelensky vise à faire construire 3000 missiles de croisière et drones d'ici fin d'année. Ces missiles permettront à l'Ukraine de frapper en profondeur le territoire russe et l'Ukraine occupée, endommageant ainsi l'arrière russe, mais aussi de frapper plus fort que jamais auparavant. De plus, fabriquer ces missiles localement signifie aussi que l'Ukraine n'a pas à s'inquiéter de la possibilité d'être empêchée d'utiliser des missiles pour frapper la Russie. Les États-Unis ont déjà mis en place un processus d'approbation qui rend difficile pour l'Ukraine d'utiliser n'importe lequel des missiles occidentaux à longue portée qu'elle possède dans son arsenal sur le territoire russe. L'Ukraine souhaite éviter de futures restrictions, donc la production massive de nouveaux missiles est essentielle. Septembre n'a donné qu'un bref aperçu de ce dont l'Ukraine est capable avec ses missiles. Un menu complet sera bientôt prêt pour la Russie, et pourrait inclure plusieurs plats. Flamingo, c'est le nom donné à un puissant missile longue porté dont le Kiev indépendant a rapporté qu'il entrerait en production de masse pendant l'hiver. C'est un missile dangereux, tellement dangereux qu'il est capable de renvoyer la Russie à l'âge de pierre. Regardez ce que font les flamants roses d'Ukraine dans notre vidéo, et abonnez-vous à l'émission militaire pour d'autres reportages sur les frappes ukrainiennes contre la Russie. Et merci comme toujours de nous regarder.